Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet amphithéâtre pour cette année de cours et de séminaires au titre de la chaire de chimie des processus biologiques. Alors évidemment, comme à chaque premier cours de l'année, je suis à la fois très heureux et en même temps assez touché par le fait qu'on est là pour discuter et aborder ce que je considère comme des grandes questions pour la chimie des processus biologiques. Et cette année, plus particulièrement parce que je vais traiter d'une molécule, le CO2, dont on dit essentiellement beaucoup de mal aujourd'hui et dont je voudrais dire peut-être un peu de bien sous ses différents aspects. Et je voudrais expliquer aujourd'hui un petit peu dans quel contexte on est pour discuter du dioxyde de carbone. Vous en savez sûrement beaucoup parce que c'est un sujet qui est abondamment traité dans la presse et par les politiques, et peut-être sans que ces gens-là sachent très bien de quoi ils parlent toujours. Et donc ça peut être utile que nous ayons aujourd'hui et dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, à travers mes cours, mais et de façon extrêmement importante à travers les séminaires des personnalités scientifiques que j'ai invitées, et dont vous avez les noms ici, puisqu'on va aborder un certain nombre de sujets. Alors, pas tout, mais évidemment les choses que je trouve intéressantes et qui sont pertinentes de mon point de vue, mais il y en a d'autres qui sont intéressantes et pertinentes qui ne sont pas là. C'est un sujet très riche. Autour d'une seule molécule, on peut raconter beaucoup de choses. Alors, comme d'habitude, on va parler de sujets assez généraux, mais en même temps, au cours de différents séminaires et cours, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va faire de la chimie. Les séminaires en particulier sont des séminaires de recherche où les personnalités que j'ai invitées vont vous montrer ce qu'on peut faire dans tel ou tel domaine autour de notamment la valorisation du CO2. Donc, le dioxyde de carbone, enjeu énergétique et industriel, ça va être surtout enjeu énergétique, qui est le sujet principal. Et donc, voilà de quoi je vais vous parler. Contexte énergétique, bien sûr. Le cycle du carbone ensuite, mais François Guyot, qui est mon premier invité, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle, qui est un géochimiste, un minéralogiste, interviendra bien mieux que moi sur ces aspects-là. Ensuite, je dirai quelques mots, et il le fera aussi plus abondamment, sur la question de la capture et du stockage de CO2. Et puis j'introduirai, je vous dirai comment aujourd'hui on utilise le CO2 dans l'industrie. On est très très loin du compte, et donc ce qui est important, et ce sera toute la suite des cours et des séminaires, c'est comment on peut mettre au point des technologies nouvelles pour valoriser et utiliser le CO2 dans des multiples aspects: fixation dans la matière organique, hydrogénation, photoréduction, électroréduction, et évidemment tout l'aspect utilisation de micro-organismes, en particulier photosynthétiques, pour faire ça. Oui, juste une petite histoire du CO2. Il y a longtemps qu'on sait que ça existe, puisqu'on peut ramener ça, vous voyez, dans les années 1600. Peut-être sans doute le premier chimiste qui a parlé du CO2, c'est Jean-Baptiste van Helmont, en 1640, vous voyez, découverte de ce qu'on appelait à l'époque le gaz sylvestre, puisqu'il était produit lors de la combustion du bois. Et également, il avait observé qu'on produisait ce gaz par action du vinaigre sur certaines pierres. Un peu plus tard, Joseph Black, chimiste, médecin écossais, qui effectivement montre la présence de CO2 dans l'atmosphère. Et là, il y a tout un tas de recherches qui montrent qu'en effet, il est produit dans la respiration et dans la fermentation microbienne. Et en le faisant buller dans des solutions de soude,
il observe des précipitations, ce sont des carbonates, dont François nous parlera abondamment. Et puis ce grand chimiste, Priestley, qui a fait des tas de découvertes, chimiste anglais, qui fait de la chimie et qui montre qu'on peut former du CO2 par traitement de carbonate de calcium avec de l'acide sulfurique. Oui, et puis il invente le soda, qui est encore quelque chose d'utilisé, comme vous le savez. Voilà, quel est le contexte? Alors, un certain nombre d'informations que vous connaissez bien, on en parle de façon extrêmement permanente. D'une part, nous avons devant nous une augmentation inéluctable de la consommation énergétique. Alors, excusez-moi, je vais parler en térawatts, ce sont des puissances, ce ne sont pas des énergies, parce que ça nous permet d'avoir des chiffres relativement plus simples. Et simplement, si vous voulez avoir des énergies, des joules, eh bien, vous faites cette transformation. 1 watt, c'est 1 joule par seconde, donc vous multipliez la puissance dont je parle par le temps pendant lequel on l'utilise. Et téra, c'est pour 10 puissance 12. Tout montre que nous irons vers 27, 28, peut-être 30 térawatts de puissance, pour tout un tas de raisons, évidemment pas à cause d'une croissance permanente, et surtout à cause du fait qu'il y a une croissance de la population mondiale. Vous savez qu'on est depuis très peu de temps 7 milliards sur la planète, et les perspectives, c'est entre 9 et 10 milliards à l'échelle 2050. Et en notant qu'aujourd'hui, une quantité massive d'humains à la surface de la planète n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès au moindre électron, et que, évidemment, vous comprenez bien que lorsque dans nos pays on parle de diminution de la consommation énergétique, pour ces gens-là, c'est plutôt à une augmentation c'est une augmentation qu'il faut prévoir. Et donc voilà. Et puis croissance des gros pays, Chine et Inde. L'autre raison pour laquelle on a des inquiétudes sur le plan énergétique, c'est l'épuisement des réserves carbonées fossiles. Alors, je crois que là-dessus, malheureusement, on ne sait pas très bien où on en est. Parce que d'une année sur l'autre, on nous dit qu'on est au bord de l'épuisement, et puis l'année suivante, on nous dit qu'on en a pour des centaines d'années. C'est un élément important parce que, évidemment, l'état d'urgence dans lequel on se met pour faire cette révolution technologique de l'énergie est peut-être pas pertinente si, effectivement, on a des centaines d'années devant nous avant de pouvoir qui nous permettraient de pouvoir la réaliser, cette révolution énergétique. Mais ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est que la fin de ces ressources carbonées fossiles, qui actuellement occupent 80% qui constituent 80% des sources primaires d'énergie qu'on utilise à la surface de la planète, c'est pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. La fin de ces énergies, c'est probablement plus tôt, si on continuait au même rythme, et avec les découvertes de nouveaux gisements, c'est plutôt 100 ou 200 ans. Voilà. Alors aussi, dans un contexte où on parle de cette révolution entre guillemets des gaz de schiste, et pour ceux qui écoutent la télé ou la radio ces jours-ci, on n'arrête pas d'en parler, puisqu'il y a une loi sur la transition énergétique qui est en train d'être discutée, et qu'il y a des gros débats sur cette question-là. J'y reviendrai. Le troisième élément de ce contexte énergétique, c'est le nucléaire. Avant Fukushima, certes, on évoquait le problème des déchets nucléaires, de la sécurité des centrales, mais évidemment, après Fukushima, vous savez que tout un tas de pays et peut-être le plus exemplaire est l'Allemagne, a décidé de mettre un terme à cette énergie. Donc il y a un peu d'incertitude sur l'avenir de l'énergie nucléaire. Néanmoins, vous voyez que c'est quand même 15% de l'électricité mondiale, et certains pays sont très dépendants du nucléaire, comme je vais le montrer tout à l'heure. La France, évidemment, est un exemple. Là aussi, évidemment, le nucléaire, ça fonctionne sur une source d'énergie non renouvelable, puisque c'est l'uranium. Mais évidemment, selon les technologies,
la perspective de la fin de ces ressources peut être, enfin, ça peut être dans très peu de temps ou ça peut être dans beaucoup plus longtemps en fonction des technologies nucléaires qu'on pourrait mettre en œuvre si on continue à faire du nucléaire. Évidemment, c'est là qu'intervient CO2. Tout ça, c'est le contexte énergétique. L'autre contrainte, c'est en effet le réchauffement climatique, donc indéniable, puisqu'on sait très bien que la planète est en train de subir depuis des années des températures parmi les plus élevées de son histoire, donc très élevées, et que la théorie, c'est que justement, c'est le CO2 produit par l'homme qui est responsable à cause de son effet de serre, gaz à effet de serre, donc, est responsable de ce réchauffement. Et donc, en gros, la tendance est d'une augmentation de 1,5 ppm par an dans l'atmosphère. On est à 400 ppm aujourd'hui. Et donc, très clairement, les tendances montrent qu'on continue à produire massivement du CO2, en particulier parce qu'on continue à construire massivement à l'échelle de la planète des centrales à charbon et des centrales à gaz, et qu'on utilise ces énergies fossiles. Et donc, comme je le montrerai, les perspectives de limiter, comme on s'y engage régulièrement au cours de sommets internationaux à 450 ppm dans l'atmosphère, il faut, je crois, se faire une raison aujourd'hui, c'est un objectif qui ne sera jamais atteint compte tenu de la production de CO2. Je veux juste mentionner ça, juste pour contribuer au débat sur les gaz de schiste. L'Académie des sciences a produit un rapport l'an dernier sur les problèmes énergétiques, gros rapport, et plus récemment, en janvier 2014, un rapport plus petit sur les gaz de schiste. Je veux simplement rappeler la position de l'Académie des sciences qui est assez consensuelle, à savoir qu'il faut examiner sans retard les possibilités d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels et notamment des gaz de schiste, évidemment après une évaluation des réserves et une prise en compte des contraintes d'environnement et de protection des nappes phréatiques, qui est un élément évidemment très très important. Et en gros, l'avenir énergétique est trop incertain pour qu'on puisse se permettre de ne pas faire au minimum une évaluation des potentialités. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Certains sont d'accord avec cette position, d'autres ne le sont absolument pas. Mais pour le moment, c'est ceux qui ne le sont pas qui ont gagné cette bataille, puisque, en tout cas en France, puisque le gouvernement français, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche, puisque c'était le cas sous la présidence de Sarkozy et c'est le cas sous la présidence de François Hollande, il y a interdiction en France, et la France est assez isolée de ce point de vue-là, parmi l'ensemble des pays européens en tout cas, et évidemment, si on la compare aux États-Unis, ayant décidé de ne pas utiliser la fracturation hydraulique et de ne pas explorer les possibilités du sol français. Un des arguments de l'Académie des sciences, c'est de dire que, en particulier, il en va de notre indépendance énergétique, que tout ce qui permettra de remplacer le charbon par du gaz, ça sera mieux du point de vue de la production du CO2. Et le point de vue économique, c'est juste rapprocher deux chiffres. Le déficit de la balance commerciale française est de 63 milliards d'euros et la facture de nos hydrocarbures est légèrement supérieure. Et donc tout ce qui nous conduirait sans augmenter notre production de CO2 et notre consommation d'hydrocarbures, mais à remplacer des hydrocarbures qu'on achète ailleurs par des hydrocarbures qu'on produirait, pourrait être intéressant. C'est un débat aujourd'hui. Oui, donc pourquoi s'intéresser au CO2 ? Donc, on l'a dit, d'abord parce qu'il est considéré comme l'élément majeur, le responsable majeur du réchauffement climatique. D'autre part, il est intéressant de se poser la question de si jamais, mais vous avez vu que je disais que ce n'était pas dans si peu de temps que ça, si jamais, enfin le jour où nous n'aurons plus de carbone fossile, est-ce que le monde sera très, très différent de celui dans lequel nous vivons ?
Je ne pense pas, mais notre monde est essentiellement carboné. Tout ce qu'il y a autour de nous ici contient du carbone. L'industrie chimique, c'est essentiellement une industrie du carbone. D'où tirerons-nous notre carbone? Ça sera une question majeure pour l'humanité quand il n'y aura plus d'énergie fossile. Alors, comme vous allez le voir tout à l'heure, il y a des quantités de carbone impressionnantes ailleurs que dans les hydrocarbures fossiles. Mais le CO2 pourrait être considéré comme une source de carbone, puisqu'on nous dit qu'il y en a tant dans notre environnement. Et donc, c'est cette question-là, essentiellement, que nous traiterons tout au long des semaines de cours et de séminaires. C'est finalement, mettons-nous dans une situation où il n'y a plus de carbone de type fossile, c'est-à-dire vraiment facile à travailler pour produire tous les matériaux, les polymères, les produits chimiques dont nous avons besoin, carbonés. Est-ce que nous pouvons exploiter le CO2 lui-même? Avec évidemment ce double avantage d'avoir une source de carbone abondante, mais vous verrez qu'elle est très diluée, donc ce n'est pas si facile que ça, mais abondante et pas chère. Et en même temps, ce faisant, nous contribuerions à en mettre moins dans l'environnement, ou si on en mettait, ce serait un cycle propre, vertueux d'une certaine façon, où tout ce que nous cracherions de CO2 dans l'atmosphère serait récupéré ensuite pour faire de la chimie et des produits. Un autre aspect, c'est que si nous voulons développer des technologies pour utiliser les énergies renouvelables, comme je vais vous le montrer, il y a un vrai enjeu de stockage de ces énergies. Et peut-être que, par exemple, réduire le CO2 en molécules, constituant donc une conversion d'énergie, alors éolienne, solaire, etc., en énergie chimique, peut être une bonne façon de stocker les énergies renouvelables, puisqu'ensuite on se retrouve avec des molécules à haut contenu énergétique que nous pouvons utiliser. Alors comme carburant ou comme aliment. Voilà. Alors, vous voyez ici juste un commentaire. Ce premier lien entre CO2 et réchauffement climatique, c'est évidemment cette corrélation entre un réchauffement de la planète, une augmentation de la température et une augmentation du CO2 avec évidemment tout un travail de spécialistes montrant que cette corrélation était cohérente. Alors vous savez aussi que depuis, je dirais, je placerai ça à l'année 1998, depuis l'année 1998, nous n'avons que des températures chaque année très très hautes, mais qui n'augmentent plus. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'il y a un plateau. Et à côté, vous avez l'augmentation du CO2. Et ces chiffres-là sont présents dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti à la fin de l'année 2013. Et vous voyez ici, ce sont différents scénarios d'augmentation de température. Je ne rentre pas dans le détail. Mais disons que d'une certaine façon, heureusement, la corrélation, en tout cas pour ces années-là, entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température n'est pas aussi précise, puisque, vous voyez, depuis 1998, on est plutôt dans le scénario minimal d'augmentation de la température. En tout cas, c'est un plateau. Alors, évidemment, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Les climato-sceptiques en profitent pour dire que eh bien, il n'y a pas une corrélation si nette entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température. Et puis les autres essayent d'expliquer pourquoi, conjoncturellement, on a cette stabilisation de la température. Voilà, donc dans ce contexte-là, il faut développer les énergies renouvelables. Et voilà, vous avez ici une échelle logarithmique, différentes énergies renouvelables, quelles sont les potentialités, donc il y a beaucoup de débats là-dessus.
Ce qui est assez évident, voilà, ça c'est la consommation actuelle, 16 terawatts, donc je vous l'ai dit, de l'ordre de 27 terawatts en 2050. Quand on regarde, alors 27 terawatts, hein, vous voyez le doublement, ça nous amène ici, hein, puisque c'est logarithmique. Évidemment, la grande source d'énergie très abondante, c'est l'énergie solaire, puisqu'il y a à peu près 100 000 terawatts de puissance qui arrive sur la Terre, que c'est donc 7 à 8 000 fois l'énergie consommée par la planète, et que, évidemment, ce Soleil, il est disponible quelques milliards d'années. On se posera plus tard la question quand il disparaîtra. Et donc, ce sont des puissances tout à fait considérables. Et vous voyez, par exemple, que, pour donner un ordre de grandeur, un pays comme la France pourrait avoir son électricité avec des panneaux photovoltaïques qui donc transforment l'énergie solaire en énergie électrique si on disposait de panneaux photovoltaïques, vous voyez, sur 5000 m² de surface. Donc c'est à la fois beaucoup, hein, évidemment, bon, ça a l'air de rien là, mais pour ceux qui habitent là, ça serait embêtant. Enfin, je ne l'ai pas mis là exprès parce que c'est là que c'est le mieux. Mais en gros, c'est pour vous donner un ordre de grandeur des surfaces. Donc voilà, c'est jouable si on admet qu'on peut consacrer une part importante de nos surfaces à ça. D'ailleurs, d'une manière générale, on oublie souvent ce caractère dilué des énergies renouvelables qui font que de toute façon, il faudra qu'on accepte de consacrer une surface extrêmement importante de notre territoire à des collecteurs de ces énergies, que ce soit solaire, éolien, etc. Alors évidemment, là, vous voyez qu'on est, en développant les énergies renouvelables, on répond à la disparition un jour des énergies fossiles carbonées, on répond à la question de la production des gaz à effet de serre. Quand vous comparez en grammes de CO2 par kilowattheure développé, évidemment, tout ce qui est charbon, gaz et pétrole, ce sont les plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Mais vous voyez une nette différence entre le gaz et le charbon. Hein. Donc, encore une fois, tout ce qui peut remplacer le charbon par le gaz est profitable du point de vue du CO2. Et puis, voilà, les énergies renouvelables, solaire, hydroélectricité, bon, alors, il y a le nucléaire qui ne produit pas de CO2, le vent, et comme vous pouvez le voir, les biocarburants, par exemple, sont quand même producteurs de CO2. Voilà. Alors, pourquoi on n'y va pas aussi vite que ça? Et d'ailleurs, on peut penser que... Enfin, les choses ne vont pas très vite, du point de vue de... D'abord parce que c'est difficile, parce que les technologies ne sont pas encore au point, mais aussi pour des raisons de ce type-là, à savoir que, par exemple, en ce qui concerne le solaire, l'énergie solaire est encore chère. Et donc, comme elle n'est pas compétitive par rapport aux énergies fossiles, évidemment, personne ne s'engage véritablement à aller dans des dispositifs solaires trop vite. Et ceci se fera un jour parce que, évidemment, on arrivera à trouver les matériaux qu'il faut, les technologies qu'il faut pour descendre les prix. Et puis, de l'autre côté, eh bien, les prix de gaz charbon augmenteront, le nucléaire aussi, enfin, tout ça s'équilibrera. Mais néanmoins, il faut le savoir, aujourd'hui, ce sont des énergies qui coûtent cher. Deuxième chose, je l'ai dit, ce sont des énergies diluées. Vous voyez, la densité de puissance solaire, c'est de l'ordre de 170 watts par mètre carré, ce qui est faible par rapport aux diverses utilisations humaines. Vous voyez, une usine, un gratte-ciel, etc., on est largement au-dessus. Puis l'autre aspect, c'est l'intermittence. Donc il faut concentrer et il faut stocker ces carburants. Alors la question du stockage va être centrale dans le développement des énergies renouvelables et on aura plusieurs fois l'occasion de discuter de cela. Parce qu'en gros, on a donc, comme je l'ai dit, des quantités massives d'énergie solaire qui arrivent à la surface de la Terre. On n'en utilise qu'une partie. Donc si on pouvait en récupérer beaucoup plus, le stocker, effectivement,
on pourrait, dans des situations où il n'y a pas de soleil, et elles sont fréquentes, la nuit et lorsqu'il y a des nuages, utiliser cette énergie stockée pour continuer à travailler sur des énergies renouvelables. Alors, il y a plein de formes de stockage. Je ne les ai pas toutes indiquées ici, j'ai essentiellement indiqué ici le stockage chimique, c'est-à-dire la conversion d'énergie solaire ou éolienne, j'ai même mis le nucléaire, pour stocker, donc conversion d'énergie électrique en énergie chimique. C'est le cas si vous faites de l'électrolyse de l'eau pour former de l'hydrogène, et donc avec cet hydrogène, vous avez stocké de l'énergie qui peut être ensuite utilisée comme carburant, comme source d'énergie. Et puis c'est là qu'intervient aussi le CO2, puisque vous pouvez utiliser cette énergie électrique venant de ces systèmes-là pour injecter des électrons dans le CO2. Alors ça peut se faire soit directement, soit indirectement à travers des réactions d'hydrogénation du CO2 dont nous parlerons, et en formant des hydrocarbures. Et finalement, c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que l'ensemble de ce cours porte un titre un peu provocateur, faire le chemin inverse du CO2 vers les hydrocarbures, c'est-à-dire utiliser le CO2 comme source de carbone pour produire, grâce à de l'énergie, puisque cette réaction évidemment nécessite de l'énergie, énergie qui est stockée sous la forme de liaisons chimiques qui sont formées entre le carbone et l'hydrogène. Alors, il y a aussi le domaine des batteries, c'est un domaine extrêmement important, évidemment je n'en dirai rien, ça n'a rien à voir avec le CO2, mais c'est une forme de stockage aussi très, très importante, et en particulier pour le transport, c'est des choses dont vous savez que les différentes économies modernes, que les économies modernes essayent de développer. Voilà. Maintenant, je voudrais terminer sur 2-3 aspects sur ces questions générales. Comme vous le savez, nous sommes en permanence invités à travailler à la réduction des émissions de CO2. Comme je l'ai dit, il y a une sorte de limite que régulièrement les sommets internationaux nous indiquent, c'est 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère. On est à 400 déjà. Pourquoi 450 ? Parce que les modèles disent 450, c'est à peu près 2 degrés de plus de température, et ça serait la catastrophe. Donc plus 2 degrés, l'impact serait trop fort. Alors si on fait quelques calculs, on s'aperçoit que entre maintenant et 2050, vous voyez maintenant les énergies, donc voilà les 16 terawatts, les 80% d'énergie carbonée, et puis le reste. En gros, les calculs montrent que sur les 27 terawatts, c'est-à-dire, vous voyez cette barre ici, qui est le total dans une prévision en 2050, il faudrait pour, en gros, rester à 450-500 ppm, il faudrait que sur les 27, il y en ait 12 ou 13 terawatts de puissance non carbonée. Il faudrait que pratiquement tout ce que nous consommons aujourd'hui à l'échelle de la planète comme énergie soit non carboné. Bon, et ça c'est colossal. Tellement colossal qu'effectivement, pour le moment, nous ne sommes pas sur cette pente-là. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, vous voyez, entre les 3 terawatts ici et les 12, ça fait 9 terawatts. Si vous admettez qu'une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt, pour vous donner l'ampleur de la tâche, je ne dis pas qu'il faut faire que du nucléaire dans les 40 prochaines années, mais c'est juste pour vous donner à quoi ça correspond. 9 terawatts, c'est 9000 centrales nucléaires. Il y en a à peu près 450 aujourd'hui sur la planète. Vous voyez, il faudrait, en admettant que le nucléaire soit purement non carboné, on construise 15 centrales nucléaires sur la planète par mois pendant 50 ans. C'est à peu près ça l'ampleur. Alors, il faut faire la même chose, mais avec de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, etc.
Donc c'est absolument colossal comme enjeu. La deuxième question, c'est que c'est évidemment une question mondiale. Quand je présente ces données, la première réaction, enfin, on peut se trouver accusé de dire oui, la conclusion, c'est que la France n'a rien à faire et que c'est aux autres de faire le travail. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis quand même cette réalité-là qu'il faut connaître. La France, pour en partie son choix historique du nucléaire, produit 1,2% du CO2 de la planète. Évidemment, les gros producteurs sont les États-Unis et la Chine, et la France, c'est 1,2%. Et si vous faites simplement un tout petit calcul, on est à 450 ppm. Mettons qu'on se donne comme objectif de ne pas dépasser 500 ppm. Ça fait un delta de 100 ppm. La contribution française sera de 1 ppm dans ces 100 ppm, en gros, puisque ça fait 1%. Donc ça veut dire que si la France s'arrêtait totalement, ne produisait plus aucune molécule de CO2, c'est-à-dire ne roulait plus, n'y avait plus de camions, de voitures, d'avions, plus d'industrie, enfin plus rien. C'est-à-dire que si la France disparaissait de la planète comme puissance économique, on ne serait pas à 500 ppm, on serait à 499 ppm. Donc ça changerait strictement rien. Alors évidemment, quand on dit ça, on dit ben, ok, continuons comme ça, etc. Non, bien sûr que nous devons travailler pour tout un tas d'autres raisons d'ailleurs. Je l'ai dit, pour l'indépendance énergétique, nous dépensons une somme colossale à acheter des hydrocarbures. Donc si nous pouvons profiter du soleil, du vent que nous avons sur notre pays pour remplacer tout ça, ça sera évidemment formidable. Donc il faut évidemment travailler. Mais faire croire que en réduisant un petit peu nos gaz à effet de serre en France, nous résoudrons le problème du réchauffement de la planète, ça c'est totalement absurde. Donc c'est un problème qu'il faut traiter à l'échelle de la planète. Et comme vous le savez, c'est très compliqué, puisque pour ceux qui suivent un petit peu ces sommets internationaux sur le climat, chacun en revient totalement déçu, parce qu'évidemment, il y a des intérêts divergents des différents groupes humains de la planète, qui fait qu'on n'avance pas là-dessus. Mais en tout cas, la France va mener une politique de développement des énergies renouvelables comme tout le monde, mais ce n'est pas ça qui résoudra le problème du réchauffement climatique. Voilà. Dernier point, oui. Jusqu'à présent, on ne parle du CO2 comme une chose affreuse dont il faut se débarrasser. Il faut quand même revenir à cette idée-là que le CO2, c'est la vie. C'est ce fameux cycle très simplifié ici qui lie la nature et l'homme, où, en gros, pour simplifier, grâce à la photosynthèse, le CO2 de notre environnement réagit avec de l'eau pour donner de l'oxygène d'une part qui est absolument essentiel et toute la biomasse dont nous dépendons et que ce cycle se ferme quand nous respirons et que nous consommons ces carburants, ici, cette biomasse, que nous brûlons pour redonner du CO2 et de l'eau qui ferment le cycle. Et je voudrais juste, je vais le faire in extenso, vous lire ce texte qui vient d'un magnifique livre qui s'appelle « Le système périodique » de Primo Levi. Je vous invite à le lire. Chaque Primo Levi raconte sa vie dans ce livre et chaque chapitre a le nom d'un élément chimique de la classification périodique, la classification de Mendeleïev. Voilà. Et il dit cette chose très belle qu'on oublie, le carbone est l'élément clé de la substance vivante, mais son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée, elle doit suivre un itinéraire obligé. L'atome, accompagné de ses deux satellites qui le maintiennent à l'état de gaz, doit frôler une feuille, y pénétrer, y être fixé par un rayon de soleil. Puis combiné avec de l'hydrogène pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Quand nous aurons appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. Oui, en gros, si nous savons faire, et nous en discuterons, de la photosynthèse artificielle, et que nous savons prendre du CO2 que nous allons capter
est récupéré, comme va nous le dire François tout à l'heure, et que nous utilisons l'énergie solaire pour en faire des sucres, par exemple, évidemment, il a raison. Mais avant qu'on y arrive, il y a du travail. L'anhydride carbonique, donc c'est le CO2, qui constitue la matière première de la vie, la provision permanente dans quoi puise tout ce qui croît et l'ultime destin de toute chair, n'est pas un des composants principaux de l'air, mais un ridicule déchet, une impureté. Vous voyez, Primo Levi dit qu'il y en a très peu, nous on dit qu'il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Cette impureté toujours renouvelée que nous venons, nous les animaux et nous les plantes et nous l'espèce humaine. Donc ça, je crois que c'est assez important parce qu'évidemment, il convient de rappeler que le CO2 est une chose essentielle de la vie sur Terre. Voilà, bon, je ne vais pas... Alors, le cycle du carbone, je vais aller assez vite parce que François nous en dira aussi des choses peut-être plus précises. Voilà, il faut savoir que ce cycle, pour avoir quelques valeurs, c'est donc... Bon, les 395 ppm, 400 ppm dont je parlais, c'est de l'ordre de 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Que ce CO2 est récupéré pour faire de la biomasse, essentiellement par la photosynthèse. Que cette biomasse est utilisée dans l'alimentation des mammifères, enfin, pas que des mammifères, enfin, de tous les organismes vivants sur la Terre. Et évidemment avec des échelles de temps beaucoup plus longues, transformées en fossiles, en carburant fossile. Et ça, c'est la rentrée dans la planète. Et la sortie dans l'atmosphère, c'est la respiration de tous les organismes vivants et le fait que nous brûlons de façon très abondante, on l'a dit, ces hydrocarbures. Et il y a à peu près 360 gigatonnes de CO2 par an qui cyclent. Et il faut savoir que sur ces 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, il y a à peu près 30 gigatonnes de CO2 par an qui viennent de nos activités humaines. Et la perspective, c'est peut-être quelque chose comme 50 gigatonnes en 2050. Alors, des quantités de carbone, effectivement, il y en a, pas que là. Alors là, vous voyez, le chiffre est différent parce que c'est du carbone. Des fois, vous avez des valeurs en gigatonnes de carbone, des fois en gigatonnes de CO2. Mais vous voyez, des combustibles fossiles, il y en a encore pas loin de 5 fois, à la louche, 5 fois plus que ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère. Donc si on brûle tout ça, vous voyez, ce n'est pas à 400 ppm qu'on sera, mais on sera à 5 fois ça, donc à 2000 ppm. Là, il fera très chaud s'il y a une corrélation entre le CO2 et la température de la planète. Espérons que cette corrélation ne soit pas si correcte que ça. Voilà. Mais voilà quelques ordres de grandeur des principaux réservoirs de carbone dans l'univers. Oui, ça c'est un point extrêmement important. Capture et stockage. Je vais en dire quelques mots parce que il y a deux visions. Il y a une vision où le CO2, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, il ne faut plus le voir, il faut le cacher, etc. Donc il faut le séquestrer. Et là, il y a eu beaucoup de débats sur la séquestration du CO2. Et puis il y a une autre vision qui est de dire il faut utiliser ce CO2 pour faire quelque chose. C'est le domaine de la valorisation du CO2. Quel que soit le schéma, dans tous les cas, avant de faire ces deux choses-là, le séquestrer ou l'utiliser, il faut le récupérer. Et ça, évidemment, c'est un enjeu majeur des technologies de l'énergie de demain, c'est trouver des procédés de capture du CO2. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas spécialiste, mais je vais peut-être me limiter à ça, juste pour dire, bon, vous avez tout un tas de méthodes de séparation et de capture du CO2. Il peut y avoir donc, alors il y a beaucoup de procédés par absorption, par adsorption, et puis vous avez pas mal de fixations sur des membranes. Il y a beaucoup de recherches dans tous ces domaines-là. Et en particulier, enfin peut-être la méthode la plus utilisée, c'est la méthode chimique. La méthode chimique, et en particulier avec ces éthanolamines, monoéthanolamines ou diéthanolamines,
qui peuvent réagir avec le CO2. Ces réactions sont thermodynamiquement favorables, elles sont exothermiques. Donc ça, c'est intéressant sur le plan énergétique. Vous obtenez ce type de molécules. Mais évidemment, vous voyez que le carbone est fixé ici sous forme de carbamate. Évidemment, il faut une deuxième étape, si vous voulez récupérer le CO2, de faire tourner la réaction à l'envers. Et ça, évidemment, si la réaction dans un sens est exothermique, la réaction à l'envers est endothermique, et ça coûte de l'énergie. Il faut chauffer. Et en gros, vous pouvez imaginer il y a des dispositifs de ce type-là qui existent. Vous avez une colonne d'absorption qui contient ces mélanges eau et éthanolamine. Vous avez ces carbamates qui passent ensuite dans une colonne de désorption où là, il faut chauffer. Et en gros, c'est des quantités d'énergie tout à fait importantes qui font que ces procédés sont quand même coûteux en énergie, mais il faut y travailler, c'est de l'ordre de 2,3 gigajoules par tonne de CO2. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres techniques, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des recherches à développer sur cette question de la fixation, de la capture du CO2. Et puis après, je vais dire juste cela, sans compétence et juste en racontant ce que je peux lire. L'idée, et là encore, vous voyez bien que moi, je ne me situe pas du tout dans cette perspective-là. C'est-à-dire, comme je vais vous le raconter pendant toutes ces semaines et que vont sans doute raconter mes collègues, on va parler de l'utilisation du CO2 et non pas d'aller le cacher au fond des terres et des océans. Mais néanmoins, certains discutent de la possibilité de séquestrer le CO2 dans un champ d'hydrocarbures avec récupération assistée. Donc là, on récupère les hydrocarbures, ou le séquestrer dans des aquifères salins, ou de le séquestrer dans des champs d'hydrocarbures épuisés. Donc vous voyez tout ça très profondément dans la terre ou dans des veines de charbon. Et donc il faut évaluer un petit peu, si on veut faire cela, mais encore une fois, moi je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on veut faire cela, évidemment, il faut évaluer l'ensemble des réserves que nous avons par rapport à la quantité de CO2 qu'il faut cacher. Bien ça, peut-être que François nous en dira quelques mots. Donc il y a des tableaux comme ça, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Quelle est la situation aujourd'hui de l'utilisation du CO2 ? Et c'est là que je reviens sur le fait que notre monde est carboné et que le jour où nous n'aurons plus de carburant fossile, il faudra trouver du carbone. Alors, comme vous l'avez vu, il y en a dans la biosphère, la biomasse est carbonée, et il y en a dans le CO2. Donc il faudra travailler sur la biomasse et sur le CO2, mais le CO2 peut être une option. Mais encore une fois, si nous cramons tous les fossiles que nous avons, nous n'aurons plus cette source assez fantastique pour le chimiste de carbone à partir de laquelle nous pouvons construire toutes sortes de produits. Vous voyez, en partant de pétrole, de gaz, de biomasse, de charbon, nous faisons des centaines de milliers de produits. L'industrie chimique produit des centaines de milliers de molécules diverses. Et que quand tout ça disparaîtra, il restera la biomasse et peut-être le CO2, et c'est la question que nous allons aborder. Aujourd'hui, le CO2, l'industrie, c'est à peu près 150 millions de tonnes par an. Alors vous voyez que c'est ridicule, enfin en tout cas que ce n'est pas la solution au réchauffement climatique, hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ici, ce que je dis, c'est que c'est utilisé pour faire de la chimie industrielle. C'est 0,5% des émissions anthropogéniques, ce que nous mettons dans l'industrie, puisque c'est 30 gigatonnes par an, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, voilà. Donc, vous avez tout un tas de produits chimiques qui sont utilisés, qui sont formés à partir du CO2. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, l'urée. L'urée ici est le principal produit de transformation du CO2. Vous avez du méthanol, vous avez des carbonates cycliques ou polycarbonates,
et puis vous aviez l'acide salicylique. Voilà en gros de façon très... Donc c'est pas énorme, mais ce sont les produits principaux de l'industrie du CO2. Aujourd'hui, et tout au long des cours prochains, quand on va discuter du CO2 et de sa valorisation, donc là vous avez compris que je ne veux plus le séquestrer, je veux l'utiliser. Quand on va parler de sa valorisation, eh bien, on va parler en gros de ces 4 directions-là. D'une part, former du monoxyde de carbone à partir du CO2, d'autre part, former de l'acide formique, ensuite former du méthanol et ensuite former des hydrocarbures à plus longue chaîne, des polymères. J'ai essayé de schématiser ça comme ça, c'est un peu plus complexe, mais en gros, on peut retenir cela. Premier point, la formation d'hydrocarbures plus complexes. Alors, ça, c'est intéressant parce que vous voyez qu'aujourd'hui, toute la pétrochimie qui se développe à partir de l'éthylène et du propylène, c'est essentiellement dérivé des hydrocarbures fossiles. C'est ce qu'on appelle les réactions de reformage. Vous voyez, plus de 90% de ces molécules qui sont à la source de toute la pétrochimie viennent d'un procédé qui, évidemment, crache du CO2. Et le reste, ça compte pour très peu. Bon, si on pouvait utiliser du CO2 pour faire de l'éthylène et du propylène, comme on peut le voir des énergies de formation de ces molécules, cette réaction-là est une réaction qui conduit à du stockage des énergies qu'on introduit en énergie chimique. Et avec ces molécules-là, on a des molécules qui sont beaucoup plus riches en énergie que le CO2. L'autre aspect, c'est le monoxyde de carbone. Alors, il y a tout un tas de réactions chimiques qui sont utilisées dans l'industrie pour former du monoxyde de carbone. Ça peut être la réaction inverse de la réaction du gaz à l'eau, c'est cette réaction, la réaction du gaz à l'eau. La réaction inverse est celle-là, donc de l'hydrogénation du CO2 en présence pour donner du CO. Ça peut être la réaction de Sabatier qui donne du méthane, puisqu'ensuite ce méthane peut donner du CO. Et puis, c'est l'équilibre de boudoir. Et toutes ces réactions-là sont manipulées à l'échelle industrielle pour produire un mélange contrôlé de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Mais évidemment, si en même temps on fait de l'électrolyse de l'eau, par exemple. Et ce mélange-là est tout à fait intéressant, c'est ce qu'on appelle le gaz de synthèse, parce que c'est un gaz, alors excusez-moi, cette dia est un peu compliquée, mais c'est un gaz, alors ça c'est la formation de CO plus H2 par les réactions que je viens d'indiquer. C'est un mélange qui est à la source de tout un tas de molécules intéressantes de la pétrochimie. Donc ça peut donner du méthanol et de diméthyléther, ça peut donner des oléfines C2, C3, ça peut donner des polymères, des hydrocarbures à longue chaîne de type alcool ou hydrocarbures, diesel, enfin, etc. etc. Et c'est en particulier cette réaction Fischer-Tropsch qui est une réaction entre le CO et l'hydrogène pour donner ces hydrocarbures. Donc ça, c'est quelque chose qui est très développé, cette réaction dans l'industrie. Et l'idée, c'est évidemment de tirer ce CO à partir essentiellement du CO2. C'est une option. Troisième option, donc l'acide formique. Alors, l'acide formique aujourd'hui n'est pas du tout produit à partir du CO2. Il est produit il a été pendant un certain temps produit par la façon Berthelot, réaction de la soude avec du CO pour donner du formiate de potassium. Le procédé industriel aujourd'hui, c'est cette réaction de formiate de potassium avec de l'acide sulfurique pour donner de l'acide formique, vous voyez, qui demande de l'énergie, de la pression. Voilà. L'acide formique est un produit tout à fait intéressant. Et j'en dirai dans un autre cours quelques mots plus précis. Notamment, ça peut être une façon intéressante de stockage de l'énergie. Mais en tant que tel, ça a un certain nombre d'utilisations dans le textile, comme dans les insecticides, les lacs solvants et l'alimentation humaine. Le méthanol.
le méthanol, donc c'est ce qu'on appelait l'alcool de bois. Évidemment qu'il ne faut pas boire. Et c'est comme ça qu'on le produisait à partir en effet du bois. Et depuis 1920, il y a le procédé BASF, en gros, qui est une réaction de CO avec de l'hydrogène, de CO2. Je ne décris pas le mécanisme. C'est une réaction qui est catalytique, avec des catalyseurs à base d'oxyde métallique et de cuivre. Le mélange COH2 produit à partir, comme je l'ai dit, de méthane et de carbone. Et on pourrait en effet travailler, et c'est ce qu'il faut faire, à produire ce CO, comme je l'ai dit, à partir du CO2 aussi. Donc là, il y a beaucoup d'utilisations. D'ailleurs, vous avez vu que le méthanol après l'urée est un des produits les plus importants de l'industrie du CO2, même si ce n'est pas des très très grosses quantités. Donc il y a tout un tas de dérivés du méthanol. Vous voyez, le méthylméthacrylate, le formaldéhyde, l'acide acétique, le méthylbutyléther, le diméthyléther, etc., qui ont des tas d'applications et qui dérivent du méthanol. Donc c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir du méthanol. Il y a une chose très très intéressante aussi, qui est discutée, c'est le fait de considérer si nous pouvions produire des grosses quantités de méthanol, même s'il y a des débats là-dessus parce que le méthanol est assez toxique. C'est le fait que c'est un carburant. Quand vous regardez sa densité énergétique massique, c'est 25 mégajoules par kilo, c'est 2 fois moins que le pétrole. Je dirais que ce n'est que 2 fois moins que le pétrole. Le pétrole est vraiment le système le plus intéressant en termes de densité énergétique massique, puisque c'est de l'ordre en effet de 50 mégajoules par kilo et qu'il n'y a pratiquement pas d'équivalent. Vous voyez, une batterie, ça doit être de l'ordre de 0,5 mégajoules par kilo. Donc les batteries en densité énergétique massique, c'est beaucoup plus faible. Bon, ça c'est un premier élément. Et l'hydrogène dont on aura l'occasion de parler, l'hydrogène c'est alors en énergie massique par kilo formidable, c'est de l'ordre de 120 je crois. Par contre, comme c'est un gaz, sa densité énergétique volumique est catastrophique. C'est tout le problème de l'utilisation de l'hydrogène. Bon, l'autre information, vous voyez que si on pouvait avoir du méthanol comme carburant, qui viendrait du CO2, eh bien, il faudrait évidemment deux fois plus de méthanol que de pétrole pour faire tourner quelque chose qui a besoin de carburant liquide. Et le prix aujourd'hui du méthanol, vous voyez, il est moins cher que le pétrole. Voilà. Alors, je vais juste terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres informations, si ce n'est une introduction au cours suivant. Ce qui va m'intéresser dans les cours suivants, c'est, maintenant que vous connaissez le contexte général, que vous savez ce qu'on fait du CO2 actuellement, c'est évidemment de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire vraiment d'innovant, d'émergent, quelles sont les nouvelles technologies sur lesquelles il faut travailler pour valoriser le CO2. Je vais le faire en évoquant moi-même des pistes et puis en m'appuyant sur des compétences des scientifiques que j'ai invités à parler ensuite, puisque comme vous le savez depuis plusieurs années, chaque cours est suivi d'un séminaire. Et donc, voilà en gros les technologies émergentes que je vois. La fixation dans la matière organique, c'est finalement, est-ce qu'à partir du CO2, on peut faire des polymères carbonés directement? Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Et Henri Cramail, la semaine prochaine, nous parlera de ça, toute la chimie des polymères à partir de CO2. L'autre aspect, c'est
si j'ai du CO2 et que grâce aux énergies renouvelables, je fais des quantités importantes d'hydrogène, par exemple en couplant le solaire à des panneaux photovoltaïques, de l'électricité et des électrolyseurs, j'ai deux choses intéressantes, du CO2, le carbone, et de l'autre côté, une source d'énergie chimique qui est l'hydrogène, et je peux faire de l'hydrogénation du CO2 et produire des molécules intéressantes, méthanol et puis autres. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de ne pas passer par un intermédiaire de type hydrogène, mais c'est d'attaquer directement le CO2 avec de l'énergie renouvelable, solaire par exemple, et de l'électricité. C'est-à-dire je ne passe pas par une voie H2O donne H2, mais je vais directement taper sur le CO2, j'envoie des électrons sur CO2, et vous voyez bien que c'est la même chose, en gros, sauf que j'aurais pu mettre des protons en plus, ça aurait été plus correct. Si je mets des électrons et des protons, je fais comme si je rajoutais de l'hydrogène. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, donc ça peut être de la photoélectroréduction, de l'électroréduction. Évidemment, tout ça n'a de sens. Vous comprenez bien que si les énergies qu'on utilise pour faire de l'hydrogène ou pour faire de l'électricité, des électrons, sont des énergies renouvelables, parce qu'à nouveau, si on utilise des centrales à charbon et des centrales à gaz, on tourne en rond. Donc c'est ça les enjeux. Et puis évidemment, et alors là, j'ai demandé à Éric Maréchal, lors d'un séminaire, je crois que c'est dans la semaine d'après, parce que ce n'est pas du tout mes compétences, mais je l'évoquerai, c'est évidemment tout le domaine des biotechnologies. Vous avez bien compris que les organismes vivants capturent des quantités extrêmement importantes de CO2 et les transforment de façon extrêmement efficace en toutes les riches molécules de la biomasse, sucre, protéines, enfin, etc. Donc, évidemment, il y a des procédés biotechnologiques auxquels il faut penser et qu'il faut développer pour fixer le CO2, le transformer et évidemment le récupérer à partir de la biomasse. Ça peut être des bactéries photosynthétiques, des plantes, enfin, etc., etc. Voilà. Sur ce, j'ai terminé cette introduction et je vous remercie pour votre attention.